Dans les sous-sols blindés des banques centrales, loin de l'agitation des marchés boursiers et des écrans scintillants de la finance numérique, un silence lourd et métallique règne. Ce silence est celui de l'or, une substance qui, malgré les prophéties sur la fin de l'histoire et l'avènement des monnaies virtuelles, demeure l'arbitre ultime de la puissance souveraine. Depuis quelques années, un phénomène sans précédent se produit sous nos yeux. Les institutions les plus puissantes de la planète, de la Russie à la Chine, de l'Inde aux nations européennes, accumulent des lingots à un rythme jamais vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas une simple stratégie d'investissement, c'est un signal de détresse géopolitique, le craquement sourd d'un ordre mondial qui se fragmente et se prépare au choc. L'histoire nous a appris que lorsque les nations cessent de se faire confiance et que le bruit des bottes commence à résonner aux frontières, elles se tournent instinctivement vers la seule monnaie qui ne nécessite la signature d'aucun gouvernement pour valoir son poids, l'or de guerre. Ce métal n'est pas seulement une réserve de valeur, c'est une police d'assurance contre l'effondrement des systèmes de paiement internationaux et l'usage de la monnaie comme arme de coercition. En observant les mouvements massifs de métaux précieux sur l'échiquier mondial, nous ne regardons pas seulement des graphiques financiers, nous lisons la carte d'un conflit futur qui a déjà commencé dans les bilans comptables des grandes puissances. Aujourd'hui, le monde traverse une phase de transition brutale. Le système né à Bretton Woods, qui a placé le dollar américain au centre de l'univers économique, montre des signes de fatigue structurelle. L'utilisation croissante des sanctions financières comme instrument de politique étrangère a provoqué une prise de conscience brutale chez les puissances émergentes. Si vos réserves de change sont détenues en dollars ou en euros dans des banques étrangères, elles peuvent être gelées ou confisquées en un instant. Cette vulnérabilité a déclenché une course effrénée vers la souveraineté matérielle. L'enjeu n'est plus seulement la rentabilité, mais la survie et l'autonomie stratégique dans un monde où les flux numériques peuvent être coupés par une simple décision administrative. Pourquoi ils achètent-ils tout? Parce que l'or est la seule classe d'actifs qui ne comporte aucun risque de contrepartie. Il ne dépend de la solvabilité d'aucun État, de la stabilité d'aucun réseau Internet, ni de la bonne volonté d'une puissance hégémonique. Dans un contexte de dettes publiques abyssales et d'incertitude géopolitique totale, posséder de l'or physique sur son propre sol national est devenu la priorité absolue des banques centrales. C'est le retour à une économie de forteresse où la richesse réelle doit être palpable, localisée et protégée par des armées. Comprendre pourquoi ces acteurs institutionnels vident les marchés mondiaux de leur or, c'est comprendre que les élites se préparent à une rupture systémique dont le grand public ignore encore l'imminence. Pour saisir la gravité de la situation actuelle, nous devons revenir au moment où la monnaie a cessé d'être un lien social pour devenir une cible de guerre. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'or a joué un rôle de pivot invisible mais décisif. Les archives de la Banque des règlements internationaux, BRI, révèlent comment le Troisième Reich a pillé systématiquement les réserves d'or des nations occupées, de la Tchécoslovaquie à la Belgique, pour financer sa machine de guerre. Sans cet or, l'Allemagne nazie n'aurait jamais pu importer les matières premières essentielles à son industrie, car aucun fournisseur international n'acceptait plus un Reichsmark dévalué et dépourvu de crédibilité. A l'inverse, la puissance américaine s'est bâtie sur l'accumulation massive du métal jaune durant les années 1930 et 1940. En 1945, les États-Unis détenaient près de 70% de leur monétaire mondiale, une concentration de richesse sans équivalent qui leur a permis d'imposer le dollar comme monnaie de référence mondiale. Le plan Marshall, la reconstruction de l'Europe et la domination du complexe militaro-industriel ont tous été ancrés sur cette montagne d'or stockée à Fort Knox. L'histoire est sans équivoque. Celui qui détient l'or en temps de chaos définit les règles du monde qui suit la tempête. Chaque grande transition hégémonique de l'Empire britannique aux États-Unis a été précédée par un déplacement massif des stocks d'or physique. Pendant des décennies, nous avons été bercés par l'illusion que l'or était une relique barbare, comme l'appelait John Maynard Keynes. Dans un monde de finances globalisées, rapides et dématérialisées, l'idée de déplacer des tonnes de métal lourd semblait anachronique. Mais cette illusion s'est brisée le jour où les banques centrales ont réalisé que l'infrastructure numérique de la finance mondiale n'était pas un espace neutre, mais un territoire souverain contrôlé par Washington. L'histoire de la rapatriement de l'or par la Bundesbank allemande au cours de la dernière décennie a été le premier signe avant-coureur de ce changement de paradigme. L'Allemagne, craignant une instabilité de la zone euro, a exigé de ramener physiquement ses lingots stockés à New York et à Paris, marquant la fin de l'ère de la confiance aveugle. Cette méfiance s'est propagée comme une traînée de poudre. Lorsque la Banque d'Angleterre a refusé de restituer l'or du Venezuela pour des raisons politiques, chaque nation non alignée a compris le message. Si vous ne possédez pas votre or physiquement, vous ne possédez qu'une créance qui peut être révoquée à tout moment. Ce constat a transformé le marché de l'or en un champ de bataille silencieux. La Chine,
par l'intermédiaire de la People's Bank of China, PBOC, a discrètement accumulé des réserves colossales, dépassant souvent ses chiffres officiels, pour éviter une flambée des prix immédiate. Pour Pékin, l'or est l'armure nécessaire pour défier l'hégémonie du dollar et protéger son économie contre les chocs de sanctions qui ont paralysé la Russie. Le mécanisme derrière cet achat frénétique repose sur une dynamique complexe entre la dette, les taux d'intérêt et l'inflation. Dans le système financier actuel, la majeure partie des réserves de change des pays est composée d'obligations d'État, principalement des bons du Trésor américain. Ces obligations sont essentiellement des promesses de remboursement futur. Cependant, lorsque l'inflation dépasse les taux d'intérêt, le rendement réel de ces obligations devient négatif. En d'autres termes, les banques centrales perdent du pouvoir d'achat en détenant de la dette souveraine. À cela s'ajoute le risque de défaut ou de dépréciation massive dû à l'endettement illimité des États occidentaux. L'or intervient ici comme l'actif de dernier ressort. Contrairement à une obligation, l'or n'est la dette de personne. Son prix ne dépend pas de la capacité d'un État à lever l'impôt ou à imprimer de la monnaie sans fin. Dans un contexte de démondialisation, les flux d'or physique se déplacent de l'ouest vers l'est, reflétant une perte de confiance dans les actifs financiers occidentaux. Ce gold flow est un indicateur technique majeur que les analystes du FMI surveillent avec inquiétude. Lorsque les réserves d'or d'une banque centrale augmentent au détriment de ses réserves de change en devises, cela signifie que l'institution se déconnecte du système de crédit global pour se replier sur une valeur intrinsèque, anticipant une période de volatilité extrême ou une réinitialisation monétaire. Ce que nous observons aujourd'hui est une répétition frappante des dynamiques de bloc de la guerre froide, mais avec une dimension financière bien plus sophistiquée. En 2022, le gel des 300 milliards de dollars de réserves de la Banque centrale de Russie a agi comme un électrochoc systémique. Pour la première fois dans l'histoire moderne, la monnaie de réserve mondiale a été utilisée comme une arme de destruction massive contre une grande puissance nucléaire. Cet événement a instantanément transformé l'or de simple actif de diversification en un actif de survie nationale. Des pays comme la Turquie, l'Égypte, la Pologne et la Chine ont radicalement accéléré leurs achats, non pas par spéculation, mais par nécessité de protéger leur souveraineté contre d'éventuelles pressions diplomatiques ou économiques. Le parallèle historique le plus proche est celui de la fin des années 1960, lorsque la France du général de Gaulle, doutant de la capacité des États-Unis à garantir la convertibilité du dollar en or, commença à renvoyer des navires de guerre chargés de dollars vers New York pour récupérer ces lingots. De Gaulle avait compris que sans une base métallique tangible, le système monétaire n'était qu'un instrument d'influence au service d'un seul État. Aujourd'hui, l'histoire se répète à une échelle bien plus vaste. Ce ne sont plus seulement les alliés qui doutent, mais l'ensemble du Sud global qui cherche à construire une architecture financière parallèle, où l'or sert de pont entre des devises nationales encore trop fragiles pour remplacer le dollar. Derrière ces mouvements massifs se cachent des institutions dont le rôle est souvent méconnu du grand public, comme la Banque des règlements internationaux, BRI, à Bâle. Surnommée la Banque des banques centrales, la BRI facilite les échanges d'or et les swaps de devises dans la plus grande discrétion. C'est ici que se coordonne la gestion de la liquidité mondiale. Les données de la BRI montrent une augmentation des transactions sur l'or physique, signalant que les élites bancaires préparent une transition vers un système multipolaire. Dans ce nouvel ordre, le pouvoir ne sera plus mesuré par la taille d'un bilan comptable numérique, mais par la capacité d'une nation à garantir ses échanges par des ressources réelles. Les banques commerciales de premier rang, telles que JP Morgan ou HSBC, joueront également un rôle crucial en tant que gardiens des coffres-forts du London Bullion Market, LBMA. Le marché de l'or est structuré de manière hiérarchique, alors que le grand public achète de l'or papier via des ETF ou des contrats à terme, les institutions souveraines exigent la livraison physique. Cette tension entre l'or virtuel, multiplié par le levier financier, et l'or réel, dont la quantité est finie, crée une fragilité systémique. Les gouvernements et les banques centrales savent que si une fraction seulement des détenteurs d'or papier demandait la livraison physique, le système s'effondrerait. C'est pourquoi ils s'empressent de sécuriser leur stock avant que la porte du marché physique ne se referme. Nous entrons désormais dans une phase d'accélération où la demande institutionnelle commence à saturer l'offre mondiale. L'extraction minière stagne depuis une décennie, tandis que les coûts de production explosent en raison de la crise énergétique. Ce déséquilibre crée une pénurie silencieuse. Les rapports du World Gold Council indiquent que les banques centrales achètent désormais environ un quart de la production annuelle totale d'or. Lorsque les acteurs les plus informés du marché, ceux qui impriment la monnaie, choisissent de s'en débarrasser au profit du métal, le signal est sans équivoque, nous approchons du dénouement d'un cycle de crédit de 80 ans. L'accélération se manifeste également par l'émergence de nouveaux centres de cotation.
Le Shanghai Gold Exchange gagne du terrain sur Londres et New York, permettant à l'Asie de fixer les prix en fonction de la demande physique réelle, plutôt que des manipulations sur les marchés dérivés occidentaux. Cette migration du prix de l'or vers l'Est est le précurseur d'un basculement de la puissance économique. Historiquement, le pays qui contrôle le flux de l'or finit par contrôler les termes de l'échange mondial. Les données douanières montrent des transferts massifs et constants vers les coffres-forts de l'Orient, vidant les réserves historiques de l'Occident à un rythme qui rend tout retour en arrière impossible. Le point de bascule final de cette course à l'armement métallique réside dans une vérité que les institutions financières ne formulent qu'à demi-mot. Nous assistons à la dénumérisation de la confiance. Le climax de ce processus survient lorsque l'or cesse d'être une simple commodité pour redevenir le pivot central du règlement des dettes internationales. Dans un monde où les cyberattaques menacent l'intégrité des registres bancaires et où la confiance entre les grandes puissances est rompue, l'or redevient la vérité finale. La révélation brutale pour le système financier moderne est que les milliers de milliards de dollars de produits dérivés et d'actifs synthétiques ne sont, en dernière analyse, que des promesses qui dépendent d'une stabilité géopolitique qui n'existe plus. Ce que les banques centrales préparent, c'est un retour à un étalon matériel partiel pour stabiliser leur nouvelle monnaie numérique de banque centrale, MNBC. En accumulant de l'or à tout prix, elles s'assurent que, lors de la prochaine grande réinitialisation du système monétaire, elles posséderont l'actif nécessaire pour garantir la valeur de leur nouvelle architecture. Le Grand Reset n'est pas une théorie, c'est une nécessité mathématique pour des États, dont la dette est devenue impayable par les moyens conventionnels. L'or est l'encre qui empêchera le navire étatique de sombrer totalement lors de la dévaluation massive des monnaies papier, qui semble désormais inscrite dans la logique des cycles historiques. L'or de guerre n'est pas un investissement de prospérité, c'est un témoin de crise. Son accumulation frénétique par les élites et les nations n'est pas le signe d'une confiance dans l'avenir, mais le symptôme d'une préparation à la tempête. Historiquement, le mouvement du métal jaune a toujours été le précurseur des grands changements de frontières et des effondrements de régimes. En rachetant tout l'or disponible, les institutions souveraines nous envoient un message silencieux mais assourdissant. Le système basé sur la pure créance arrive à son terme. Face à cette réalité, l'histoire nous invite à une réflexion profonde sur la nature de la richesse. Alors que le monde bascule dans une ère d'incertitude et de confrontation, le retour vers l'or marque la fin de l'insouciance financière. Nous ne sommes plus dans l'ère de l'expansion illimitée, mais dans celle de la protection souveraine. Comme l'ont montré les archives des siècles passés, lorsque le papier brûle et que les réseaux s'éteignent, il ne reste que ce qui peut être pesé, touché et défendu. L'or n'est pas une relique du passé, c'est le métal de l'avenir pour quiconque souhaite survivre au prochain chapitre de l'histoire économique mondiale.